Il a cru qu'il avait mal entendu. Malik tenait encore son badge à la main, un peu étonné du ton, un peu sûr que ça allait s'arranger en 2 phrases. Ça n'a pas été le cas. L'agent de sécurité le regardait de haut, radio à la bouche, corps figé, mains croisées devant la boucle du ceinturon. Derrière Malik, des passagers commençaient à s'impatienter dans la file. Mais lui ne bougeait pas. Il savait que s'il disait un mot de travers, tout pouvait dégénérer. Et pourtant, il était en règle. Badge valide. Vol confirmé. Dossier irréprochable. Il était là pour faire son boulot. Pas pour jouer au suspect. Et surtout pas sur sa propre rotation. Malik D, 34 ans, copilote chez Eurosky depuis 2019, ancien de l'ENAC, sans une seule note négative au dossier. Ce matin-là, il devait assurer le vol ES 4416 Paris-Oslo, décollage prévu à 8h50. Il était arrivé tôt, comme toujours. Il avait passé le contrôle habituel côté équipage. Le badge avait bipé vert. Un agent, qu'il connaissait bien, lui avait même serré la main. Aucun incident, aucune tension. Mais au moment d'accéder à la passerelle, tout a basculé. Votre badge n'est pas reconnu ici. Il faudra un contrôle complémentaire. Il a levé les yeux. L'homme était nouveau. Jeune, nerveux, légèrement tendu. Malik a sorti sa carte d'identité pro. Même réaction. L'agent est resté bloqué. Il a appelé du renfort. 2 autres sont arrivés. Monsieur, un de nos collègues vous a vu refuser une fouille plus tôt. Il dit que vous étiez agressif. On ne peut pas vous laisser passer dans ces conditions. Ce n'est pas vrai. Je n'ai refusé aucune fouille. Vous pouvez revoir les caméras. Ce n'est pas à moi d'en juger. Je ne prends pas ce genre de risque, surtout avec la conjoncture actuelle. Il a dit ça sans trembler, comme s'il parlait d'un colis abandonné ou d'un bagage suspect. Malik n'en revenait pas. Il a senti la chaleur lui monter aux joues. Pas de colère, pas encore. Juste cette sensation qu'on est en train de vous voler votre nom, votre fonction, votre dignité, sous prétexte de précaution. Il a montré le téléphone, prêt à appeler son commandant. Je suis en binôme avec le capitaine Turenne. Il m'attend. On décolle dans 28 minutes. Pas tant que ce signalement n'est pas levé. Et là, Malik a compris. Il n'y avait pas de signalement. Il y avait un soupçon. Une gêne. Un doute planté dans la tête d'un homme en uniforme, juste parce qu'il ne s'attendait pas à voir un pilote noir en civil avec un regard calme. Ce n'était pas écrit, pas dit. Mais c'était là. Et c'était suffisant pour qu'on lui refuse l'accès à son propre cockpit. Il aurait pu partir. Faire demi-tour. Laisser tomber. Attendre qu'un supérieur intervienne. Mais Malik n'était pas ce genre d'homme. Il avait travaillé trop dur, trop longtemps, pour qu'un agent mal formé vienne remettre en question ce qu'il était. Pas ce qu'il faisait, ce qu'il était. Alors il est resté droit. Il a respiré. Il a gardé les mains bien visibles, la voix posée, même si son estomac était noué. Il a expliqué, encore, calmement, qu'il était membre de l'équipage, qu'il avait passé tous les contrôles, que l'accusation était infondée. L'agent l'écoutait à peine. Il répétait, c'est la procédure, monsieur. On a reçu un signalement. Je n'ai pas le pouvoir de passer outre. Mais ce signalement vient d'où exactement? Vous avez un nom? Une preuve? Quelqu'un m'aurait vu faire quoi? J'ai salué mes collègues, j'ai badgé normalement, j'ai parlé à personne. L'autre a haussé les épaules. Je suis désolé, ce n'est pas personnel. On applique les consignes. Mais tout était personnel. Malik l'a compris dans les yeux de l'homme. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait à vérifier. Il savait juste qu'un homme comme Malik, seul, calme, concentré, ça ne collait pas à l'image qu'il avait en tête d'un copilote. Trop jeune? Trop discret? Trop noir? Trop tout, sauf ce que lui, derrière son badge et son oreillette, s'attendait à voir. Un supérieur a fini par arriver. Une femme. Plus âgée.
D'un ton sec mais professionnel, elle a demandé le badge, l'a vérifié. Puis elle a regardé Malik. Pourquoi vous n'êtes pas passé par la zone équipage? Je suis passé par la zone équipage. J'ai badgé, j'ai été contrôlé. Mon commandant est déjà à bord. Elle a froncé les sourcils. Et vous avez votre licence avec vous? Malik a sorti la pochette de son sac. Licence. Certificat médical. Permis de vol. Elle a tout regardé. Lentement. Très lentement. Comme si elle cherchait un défaut. Derrière, les passagers regardaient. Certains chuchotaient. D'autres filmaient discrètement. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Un homme en uniforme, entouré de 3 agents, bloqué à l'embarquement, sans cri, sans geste brusque, juste cette tension dans l'air. Comme si on tentait de l'effacer sans le dire. Puis elle a dit, très bien. Vous pouvez passer. Mais soyez vigilants à l'avenir. Certains collègues trouvent que votre attitude était un peu fermée. Il a souri. Pas un sourire joyeux. Un sourire de défense. C'est drôle. J'avais l'impression d'être le seul ici à rester ouvert. Et il est monté dans la passerelle, sac sur l'épaule, main encore un peu tremblante. Il n'avait pas haussé le ton. Il n'avait insulté personne. Mais il savait qu'aujourd'hui, quelque chose avait basculé. Et que ce vol-là, il n'allait pas l'oublier. Dès qu'il est entré dans l'avion, Malik a senti les regards. Pas ceux des passagers, ils étaient encore en salle d'attente. Ceux de l'équipage. L'hôtesse principale lui a adressé un sourire poli, un peu figé. Le steward l'a salué d'un geste de tête. Et dans le cockpit, le commandant Turenne s'est retourné, l'air tendu. « Qu'est-ce qui s'est passé, Malik? » J'ai reçu un appel de l'agent au sol. Ils m'ont dit que t'étais bloqué à l'embarquement. Rien. Un contrôle inutile. Apparemment, quelqu'un a fait un signalement bidon. Turenne l'a regardé un instant. Puis il a soufflé. T'as eu un contrôle surprise ou t'as fait peur à quelqu'un? Malik l'a regardé, un peu déstabilisé. Il n'a pas compris le ton. Il ne savait pas si c'était une blague, un reproche ou une vraie inquiétude. Tu crois que je fais peur? T'es sérieux? Non. C'est pas ce que je dis. Mais avec les tensions actuelles. Certains agents sont à cran. On est surveillé, tu le sais. Et puis, t'es pas le genre le plus expressif. Cette phrase-là a planté comme une aiguille. Pas expressif. Le genre de remarque qui veut tout dire sans rien dire. Trop calme, trop réservé, trop dur à lire. Pas assez rassurant aux yeux de ceux qui veulent voir des clones, pas des individus. Malik s'est assis, a commencé les vérifications pré-vol. Il savait que s'il insistait, il allait s'énerver. Et s'il s'énervait, ça jouerait contre lui. Il a gardé le silence. Mais dans son crâne, ça tournait. Cette sensation qu'on le pousse dans un coin, et qu'en même temps, on lui reproche de ne pas sourire pendant qu'on l'Y enferme. Pendant l'embarquement, l'hôtesse est venue déposer la feuille de passager. Elle a dit doucement, « Ils t'ont mal parlé, hein ?» Malik a relevé les yeux. « T'étais là. » J'étais au fond, derrière la vitre. J'ai vu leur tête. Surtout celui avec la barbe. On dirait qu'il te scannait comme un danger. J'ai cru que t'allais l'attraper. J'ai failli. Mais c'est ce qu'il aurait voulu. Elle a hoché la tête, puis est repartie. Le cockpit est resté silencieux jusqu'au pushback. Les moteurs ont démarré. L'appareil s'est mis en mouvement. Mais dans la tête de Malik, ça ne roulait pas pareil. Quelque chose était enclenché. Il sentait que cette journée allait laisser une trace. Pas à cause d'un contrôle de plus. À cause de ce qu'il ne pouvait plus ignorer. Le vol avait décollé à l'heure. Comme si rien ne s'était passé. Comme si Malik n'avait pas été humilié devant une file de passagers. Comme si on ne l'avait pas retenu, contrôlé, soupçonné, sans motif concret. Comme si on ne l'avait pas obligé à prouver sa légitimité alors qu'il faisait partie de l'équipage.
À 10 000 pieds d'altitude, tout était silencieux. Le ciel était clair. L'appareil stable. Mais Malik, lui, ne l'était pas. Il avait beau réciter les procédures, vérifier les instruments, répondre aux transmissions, son esprit était ailleurs. Il revoyait la scène encore et encore. Les gestes secs. Le ton condescendant. La façon dont on lui avait parlé sans même le regarder comme un professionnel. Comme s'il avait été un gêneur. Un imposteur. Un intrus. À un moment, Turenne a rompu le silence. « Tu veux en parler ?» Malik a serré les dents. Il ne savait pas s'il en avait envie. Il ne savait même plus à quoi bon. Mais il a répondu, « Tu sais ce qui est le pire? C'est pas ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils ont pensé. Ce qu'ils n'ont pas dit mais qu'ils m'ont servi dans le regard. Le doute. Le soupçon automatique. Comme si le fait que je sois là. Dans cet uniforme. À ce poste. C'était une erreur. » Turenne n'a pas répondu tout de suite. Il avait le regard droit devant, concentré sur l'horizon. Puis il a soufflé. « C'est pas la première fois, hein? » « Non. Mais c'est la première fois que ça va si loin. Que ça bloque un vol. Que je suis obligé d'appeler mon propre commandant pour justifier ma présence à bord. Comme si j'étais en train d'usurper mon propre métier. » Silence encore. Puis Turenne a dit, « Écoute, je sais que c'est pas mon rôle de te dire ça, mais... parfois, c'est juste de l'ignorance. Des mecs pas formés, pas préparés, qui voient un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. » Malik a souri. Un sourire sec, amer. « Tu veux dire, un pilote noir ?» Turenne n'a rien dit. Parce qu'il savait que c'était vrai. Parce qu'il savait que c'était exactement ça. Et qu'il n'y avait rien à répondre. Le vol a continué tranquillement. Aucun incident. Aucun retard. Malik a fait son job. Parfaitement. Comme toujours. Mais il sentait qu'il n'était plus dans le même rapport au ciel. Il avait l'impression que quelque chose en lui avait glissé. Comme un verrou qui saute, une protection intérieure qui craque. Il avait toujours fait l'effort de comprendre. D'excuser. De ne pas tout ramener à la couleur de sa peau. Mais là, il ne pouvait plus faire semblant. Après l'atterrissage, alors que l'équipage s'apprêtait à sortir, l'hôtesse est venue le voir. « Tu sais, j'ai discuté avec un des passagers pendant le vol. Il avait vu la scène. Il a dit, franchement, je pensais pas que des pilotes pouvaient ressembler à lui. Mais il a dit ça sans méchanceté. Comme une évidence. Comme une chose qu'il n'avait jamais envisagée. » Malik l'a regardé. Il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. C'était ça, au fond, le ne. Pas la haine. Pas l'insulte directe. L'évidence. Cette petite phrase, anodine, mais qui dit tout, des pilotes comme lui. On n'y pense pas. Et pendant que les autres descendaient de l'appareil, tranquille, souriant, il est resté quelques secondes seul dans le cockpit. Il a regardé les commandes, les instruments, les voyants éteints. Et il s'est demandé, combien d'autres comme lui avaient abandonné avant d'arriver jusque-là. Combien avaient été usés par ces micro-humiliations jusqu'à se convaincre qu'il n'était pas fait pour ça? Il a pris une photo du tableau de bord. Juste pour se rappeler que malgré tout, il était là. Et que ce siège, il ne lui avait pas été offert. Il l'avait arraché. 2 jours après l'incident, Malik a reçu un mail sec, sans formule chaleureuse, sans introduction inutile. Objet, entretien suite à événement à CDG urgent. Il savait ce que ça voulait dire. Pas un soutien. Pas des excuses. Un recadrage. Poli. Officiel. Formel. On n'aime pas les vagues dans l'aviation. On aime les procédures lisses, les rapports discrets, les silences professionnels. Il s'est rendu au siège comme prévu. Salle vitrée, table en bois clair, responsable RH et chef de flotte. Ils n'ont pas souri. Ils ne lui ont pas demandé comment il allait. Ils sont allés droit au but. Malik,
On voulait revenir sur ce qui s'est passé vendredi matin. Tu as été retardé à l'embarquement, apparemment suite à un malentendu avec la sécurité. Malik a levé les yeux. Malentendu? Ils m'ont bloqué l'accès au vol alors que j'étais en uniforme, badge en main. Ils m'ont accusé de comportement suspect sans aucune preuve. Ils ont inventé un refus de fouille. Vous appelez ça un malentendu? Le chef de flotte a changé de ton. Je comprends que tu l'aies mal vécu, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que ce genre d'incident. Il faut faire attention à la façon dont ça remonte. On a eu des retours. Des agents ont signalé que tu étais endu, peu coopératif. J'étais endu? J'étais encerclé, humilié, devant des passagers. Et je suis resté calme. Trop calme, peut-être. C'est ça, le problème. Le RH a tenté de jouer l'intermédiaire. Personne ne remet en question ton professionnalisme. Tu sais que tu as un excellent dossier. Mais tu dois aussi comprendre que dans le contexte actuel, le moindre accroc peut vite prendre de l'ampleur. Il faut éviter que ça dégénère. Malik s'est figé. Il a regardé les deux hommes en face. Aucun ne voyait l'ironie de la situation. Il avait été victime d'un abus, et on lui demandait, à lui, de gérer les conséquences. De lisser les angles. De faire en sorte que tout reste propre. Vous savez ce qui me dérange le plus? Ce n'est même pas ce qu'ils ont fait. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Me faire comprendre que, même quand je suis dans mon droit, c'est à moi de me taire. À moi de faire attention. Parce que sinon, je deviens gênant. Personne n'a répondu. Le chef de flotte a fini par conclure, on ne veut pas te pénaliser, Malik. Juste, qu'on tourne la page. Il a hoché la tête, par réflexe. Mais au fond de lui, une décision était en train de naître. Ce n'était plus seulement son problème. Ce n'était plus une simple frustration. C'était un mécanisme. Et il venait de le voir s'activer sous ses yeux. Il est sorti de la salle en silence, avec la même droiture que le jour où on l'avait bloqué à l'embarquement. Mais cette fois, il avait un but. Et il savait qu'il allait devoir le poursuivre hors du cockpit. Le soir même, Malik a ouvert son ordinateur portable. Il est resté plusieurs minutes devant l'écran, sans toucher le clavier. Puis il a commencé à écrire. Pas un message de colère. Pas un cri. Un compte rendu. Factuel. Chronologique. Calme. Il y notait chaque détail, l'heure d'arrivée, le passage au contrôle, l'agent de sécurité, les échanges exacts, la manière dont la supérieure était intervenue, les documents présentés, les mots utilisés. Il a aussi décrit la réunion avec le chef de flotte. Les phrases. Le ton. L'attitude. Quand il a eu fini, il a relu tout. 2 fois. Il ne voulait rien exagérer. Il voulait que ça tienne juridiquement. Pas émotionnellement. Puis il a ajouté une dernière ligne, je ne souhaite pas des excuses. Je souhaite que ce genre de situation ne se répète plus, ni pour moi, ni pour aucun autre membre d'équipage. Il a envoyé le mail au service conformité de la compagnie, en copie au service diversité, et à son propre syndicat. Et il a éteint son ordi. Le lendemain matin, aucun retour. Le surlendemain, rien non plus. Il a continué à voler. Vols internes. Europe. Courte distance. Toujours pro. Toujours impeccable. Mais à chaque badge qu'il passait, à chaque contrôle, il sentait un nœud au ventre. Pas parce qu'il avait peur. Parce qu'il savait que rien n'avait changé. Parce que tout le monde faisait semblant. On l'invitait à oublier, à ne pas en faire une affaire. Mais dans les regards, il voyait la gêne. Pas la compassion. La gêne. Celle de ceux qui savent, mais préfèrent ne pas y penser. Une semaine après, il reçoit enfin une réponse. 3 phrases. Bonjour Monsieur D. Nous accusons réception de votre signalement. Une enquête interne est en cours. Merci de votre vigilance et de votre professionnalisme. Aucune signature. Aucune date.
Aucune personne identifiée. Un fantôme de réponse pour un incident bien réel. Le jour même, au briefing avant un vol pour Milan, un jeune copilote est venu vers lui. Il était nouveau, fraîchement sorti de formation. C'est vrai, ce qu'on dit? Qu'on t'a bloqué à l'embarquement à CDG? Malik a levé les yeux. Il a senti l'hésitation chez le jeune. Pas du voyeurisme. De la peur. Celle de celui qui comprend qu'il pourrait être le suivant. Ouais. C'est arrivé. Et? T'as fait quoi? J'ai volé. Puis j'ai écrit. Puis j'attends qu'on me dise que ça sert à quelque chose. Le jeune a hoché la tête. Puis il a dit, j'espère que si ça m'arrive un jour, j'aurai tes nerfs. Malik l'a regardé longtemps. Il a vu dans ses yeux une sorte de mélange entre respect et résignation. Et là, il a compris, ce qu'il vivait, ce n'était pas un cas isolé. C'était une chaîne. Un héritage de silence, de docilité forcée, transmis entre générations, entre cockpits, entre terminaux. Et si personne ne disait rien, ça continuerait. Encore. Et encore. Le jour où il a compris que la compagnie ne ferait rien, Malik s'est levé plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas de vol prévu ce matin-là. Il s'est assis avec un café, a ouvert son ordinateur et a lancé un fichier vierge. Pas un compte rendu cette fois. Un texte. Une parole. Pas pour attaquer, pas pour se plaindre. Pour raconter. Il l'a écrit d'un trait. Titre simple, ce matin-là, j'étais copilote. Mais pas assez pour eux. Il n'a pas mis son nom. Pas encore. Il a raconté l'incident, chronologiquement. Les mots exacts. L'attente. Le silence. L'absurde. Puis le débriefing où on lui a conseillé d'être plus souple. Puis la réponse vive du service conformité. Pas d'exagération. Pas de phrase à effet. Juste la vérité. Froide, nue, insupportable parce qu'elle sonnait trop juste. Il a envoyé ce texte à un ami journaliste, spécialisé dans les questions d'inclusion dans les transports. Sans commentaire. Juste, fais en ce que tu veux. Le lendemain, il avait déjà oublié. Ou plutôt, il s'était forcé à ne rien attendre. Mais 3 jours plus tard, l'article est sorti. Sur un site discret, mais respecté. Intitulé « Pilote à moitié reconnu ». Pas de nom. Pas de compagnie. Mais tout y était. Le regard des agents. Le silence du management. L'attitude des collègues. Et surtout, cette phrase du texte, dans le ciel, j'ai le droit d'être à la hauteur. Mais au sol, on me ramène toujours en bas. L'article a tourné. Lentement, puis vite. Partagé dans les groupes de pilotes. Puis dans ceux des contrôleurs. Des hôtesses. Des agents au sol. Des syndicats. Et puis, les messages ont commencé. Des anonymes. Des jeunes. Des anciens. Des gens qu'il ne connaissait pas. Certains lui racontaient leur propre humiliation. D'autres disaient seulement merci. Une copilote lui a écrit « Je croyais que c'était juste moi. Maintenant, je comprends que je me taisais par habitude. Merci de l'avoir cassé. » Malik n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu que son silence brisé allait libérer celui des autres. Une semaine plus tard, il reçoit un appel. Inconnu. Il décroche. Voix calme. Monsieur D. Je suis journaliste pour une radio nationale. On aimerait faire un entretien audio, anonyme ou non. C'est vous qui choisissez. Il hésite. Il pense à sa carrière. À son uniforme. À sa fille qu'il veut un jour voir monter dans un avion sans avoir à expliquer pourquoi ce monsieur là-bas la regarde bizarrement. Puis il répond, on enregistre quand? L'entretien a eu lieu dans un petit studio, en fin d'après-midi. Pas de plateau, pas de lumière, juste un micro et une voix bienveillante en face. Le journaliste a dit, prenez votre temps. On n'est pas là pour juger. Malik avait préparé des notes. Il ne les a pas sorties.
Il a parlé comme il vole, sans effet de manche, mais avec maîtrise. Il a raconté l'embarquement, le contrôle, le soupçon, la réunion avec ses supérieurs, l'absence de réponse. Et cette phrase qui lui restait collée à la gorge, dans le cockpit, je suis un collègue. Au sol, je suis un doute. Quand l'interview est sortie, il a eu peur. Peur d'avoir trop dit. Pas parce qu'il avait menti, il n'avait rien inventé, mais parce qu'il avait exposé une faille. Pas la sienne. Celle du système. Et il savait que le système n'aimait pas les fissures visibles. Il aime les failles internes, silencieuses, bien rangées. Mais une faille qui parle? Ça dérange. Les réactions ont été immédiates. Des collègues lui ont écrit en privé, « Je suis fier de toi, mais je peux pas le dire publiquement. » Des chefs de cabine l'ont félicité en salle de briefing, quand personne n'écoutait. Et puis il y a eu les autres. Ceux qui ont dit, « Tu exagères. » C'est pas une question de couleur, c'est une question de sécurité. Arrête de politiser ton uniforme. Il a tout lu. Il a tout entendu. Et il a compris, on ne lui reprochait pas ce qu'il avait vécu. On lui reprochait de l'avoir rendu visible. Un soir, après un vol pour Lisbonne, un agent au sol, une femme noire, une 50aine d'années, est venue vers lui. Elle a dit doucement, en regardant autour, « C'est vous, le pilote qui a parlé? » L'article. L'interview. « C'est vous? » Il a acquiescé. Elle a souri. Puis elle a dit, « Je suis là depuis 22 ans. J'ai vu des choses qu'on n'écrit pas. Et je me suis toujours dit, tais-toi, fais ton boulot, ça passera. Mais là, j'ai envoyé votre lien à mes 2 fils. J'ai dit, regardez. On peut parler. On peut être debout. » Ce soir-là, Malik n'a pas dormi. Il a repensé à tout ce qu'il avait encaissé. À tout ce qu'il n'avait pas dit, par loyauté. À tout ce qu'il avait supporté, parce qu'on lui avait appris que ça fait partie du jeu. Mais maintenant, il savait. Ce n'était pas du jeu. C'était un piège. Quelques jours plus tard, il a été convoqué par la direction générale. Pas pour une sanction. Pas pour le féliciter non plus. Pour lui proposer un nouveau poste. Formateur pour les nouveaux copilotes. Avec une mention spéciale, encadrement diversité et perception interculturelle dans le cockpit. Il a accepté. Pas pour monter. Pas pour se racheter. Pour transmettre. Pour que les prochains Malik n'aient pas besoin de se justifier pour exister. En sortant du bâtiment, badge toujours au cou, il a croisé un jeune stagiaire en uniforme. Le garçon l'a regardé, a cligné des yeux, puis a dit, « C'est vous, Monsieur D. » Malik a souri. « Oui. Mais maintenant, c'est à vous d'écrire la suite. » Au début, il y avait un peu d'incrédulité. Dans les couloirs du centre de formation, certains disaient, « C'est vraiment lui? Le pilote de l'interview? » D'autres le regardaient avec prudence, comme s'il portait un drapeau invisible qu'il n'avait jamais demandé. Il n'a rien dit. Il a continué à venir à l'heure, à saluer tout le monde, à corriger les checklists des jeunes recrues, à partager son expérience, ses doutes, ses astuces. Il ne se voyait pas comme un exemple. Mais eux, les jeunes, le voyaient autrement. Un jour, pendant une session sur les procédures d'embarquement, une élève a levé la main et demandé « Et si un agent au sol refuse de reconnaître notre badge ou notre rôle? On fait quoi ?» La salle est restée silencieuse. Tous ont tourné la tête vers Malik. Il a attendu quelques secondes, puis a dit calmement, « D'abord, vous restez calme. Vous vous protégez. Ensuite, vous notez tout. Le nom, l'heure, les mots. Et surtout, vous ne vous excusez pas d'exister. C'est eux qui devront s'expliquer, pas vous. » Les visages se sont tendus. Mais certains ont hoché la tête. Il comprenait. En parallèle, son histoire continuait de circuler. Des syndicats de navigants ont repris ces mots dans des communiqués. Une enquête interne avait été officiellement ouverte par la DGAC.
Et, plus discrètement, plusieurs compagnies ont commencé à intégrer des modules de sensibilisation à l'inclusion dans la formation initiale des agents de sûreté. Ce n'était pas révolutionnaire. Mais c'était nouveau. Malik le savait, ses petits gestes, ses décisions prises dans des bureaux sans fenêtre, n'allaient pas changer le monde. Mais c'étaient des fissures. Et un mur, ça commence toujours à tomber par une fissure. Un jour, alors qu'il terminait une session de simulateur, un instructeur plus âgé l'a pris à part. Un homme respecté, volé partout, la soixantaine. Malik, tu sais. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais parlé de tout ça. C'était tabou. Ou trop sensible. Ou trop risqué. Mais ce que t'as fait, ça a déplacé quelque chose. Il l'a dit sans émotion, mais avec une sorte de gravité. Je suis pas toujours d'accord avec les méthodes. Mais là, je suis obligé de reconnaître que t'as ouvert une porte. Malik l'a remercié. Pas parce qu'il avait besoin de reconnaissance, mais parce que ces mots-là, venant de cette bouche-là, c'était un marqueur. Une preuve que même ceux qui n'avaient jamais été concernés sentaient que quelque chose avait bougé. Et puis il y a eu ce mail. Objet, demande de témoignage documentaire en production. Une équipe de réalisateurs préparait un film sur la diversité dans les métiers à haute responsabilité. On lui demandait s'il accepterait de témoigner. Pas comme victime. Comme acteur du changement. Il a hésité. Puis il a pensé à cette femme, dans l'aéroport, qui avait dit « J'ai envoyé l'article à mes fils ». Alors il a répondu oui. Parce que maintenant, il n'était plus seul. Le tournage s'est déroulé dans une salle banale, sans décor, sans mise en scène. Juste un fauteuil, une baie vitrée qui donnait sur les pistes, un micro discret fixé au col. Le réalisateur avait dit une seule chose, tu racontes. Comme tu veux. On ne te coupe pas. Malik avait accepté, pas pour se mettre en avant, mais parce qu'il sentait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Pas après tout ce qui s'était passé. Pas après tous les messages reçus. Pas après tous les regards croisés, ceux qui disaient merci sans mots, et ceux qui disaient tu déranges avec les yeux. Il a parlé sans texte, sans fiche. Il a raconté le matin où tout a basculé. Le badge qu'on ne reconnaît pas. Le regard du vigile qui doute avant même de vérifier. Les agents qui arrivent à deux, comme s'ils représentaient un danger. Et cette sensation, pire que tout, celle d'être un intrus dans son propre métier. Pas parce qu'il avait mal agi. Parce qu'il avait mal apparu. Il a parlé aussi du silence derrière. Celui de ses supérieurs, qui lui ont dit « Ce n'est pas grave, mais il ne faut pas que ça prenne trop de place ». Celui de ses collègues, qui le soutenaient en privé mais fuyaient son nom en public. Celui des institutions, toujours promptes à exiger le calme, jamais pressés de reconnaître leurs fautes. Puis il a dit cette phrase, calmement, regard dans le vide, je ne suis pas un exemple. Je suis un rappel. Qu'on peut être à la bonne place, au bon moment, avec les bons papiers. Et quand même être traité comme un doute. Silence sur le plateau. Le journaliste n'a rien dit. Il a laissé respirer. Puis il a demandé doucement, « Qu'est-ce que tu veux que ta fille voie, si elle regarde ce film plus tard ?» Malik a respiré profondément. « Je veux qu'elle voie que son père ne s'est pas effacé. Qu'il n'a pas hurlé, mais qu'il n'a pas baissé les yeux. Qu'il a regardé l'injustice bien en face, et qu'il a dit, « Je suis ici. Et je ne bouge pas. » Et si un jour elle vit la même chose, parce que ça arrivera peut-être, je veux qu'elle se rappelle que la honte n'est jamais sur celui qui subit. Quelques semaines après la diffusion, il a été recontacté. On voulait organiser une projection dans une école d'aéronautique. Puis une autre. Puis une entreprise. Ce n'était pas une explosion. C'était une propagation lente. Souterraine. Mais réelle. Des modules de formation ont été revus. Des agents de sécurité ont suivi des sessions obligatoires. Certaines compagnies ont commencé à interroger leur culture de cockpit. Ils n'avaient pas changé le monde. Mais ils l'avaient obligé à se regarder un instant. Un matin, après un vol pour Prague, Malik sort de l'appareil. Il croise une jeune femme en uniforme, visiblement en stage. Elle hésite, le suit du regard, puis accélère le pas pour le rattraper.
Excusez-moi. Monsieur D. C'est bien vous? Il se tourne. Elle est droite, un peu nerveuse. Je voulais juste vous dire merci. J'ai failli abandonner ma formation. Je pensais que j'avais pas le profil. Que je serais jamais prise au sérieux. Et puis je suis tombée sur votre témoignage. Et j'ai vu que c'était possible. Pas facile. Mais possible. Alors. Merci. Il la regarde un instant. Pas pour chercher une réponse. Pour s'assurer qu'elle est sincère. Et elle l'est. Elle ne cherche ni photo, ni validation. Juste un lien. Une continuité. Il sourit. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est toi. Parce que t'es encore là. Elle hoche la tête, émue. Puis elle repart. Malik reste seul sur le tarmac. Le soleil perce à travers les nuages. Il regarde les avions qui roulent doucement vers les pistes. Et dans son oreille, les voix du contrôle aérien grésillent doucement. Le monde continue. Mais lui, il sait qu'il a laissé une trace. Pas une révolution. Une empreinte. Un rappel que certaines batailles ne se gagnent pas en criant. Elles se gagnent en restant debout. Il remonte dans l'aérogare. Badge au cou. Veste sous le bras. Il passe un agent au sol. Le même qui, il y a des mois, ne l'avait pas reconnu comme membre d'équipage. Cette fois, il le salue. Droit dans les yeux. Et Malik répond calmement, « Bonne journée, collègue. » Ce n'est pas l'histoire d'un héros. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de baisser les yeux. Malik n'a pas crié, il n'a pas cherché la confrontation. Il a seulement dit ce qu'il avait vécu. Et c'est ce simple acte, parler, exister, rester debout, qui a fissuré le silence. Il nous rappelle que le respect ne se demande pas, il se doit. Que l'injustice ne devient acceptable que quand plus personne ne la montre du doigt. Et que parfois, une seule voix suffit pour que d'autres se lèvent à leur tour. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle mérite d'être entendue, abonnez-vous à cette chaîne. D'autres récits arrivent. Durs, vrais, nécessaires. Ici, on ne cherche pas à plaire. On cherche à faire voir. Merci d'avoir écouté. Et à très vite.